Bonjour, mon séjour à New York touche à sa fin, je vais donc vous parler de ce que j'aurais aimé savoir avant de venir ici, que ce soit le coût de la vie, le logement, les rencontres, les sorties, mais aussi bien les points positifs quotidiens comme les points négatifs quotidiens, en fait tout ce qu'on sait pas forcément avant de venir ici. Déjà, on va commencer par le sujet qui fâche, le coût de la vie. Il faut savoir que New York, c'est très cher. J'étais choquée en arrivant ici. Maintenant, c'est des prix qui me choquent bien plus parce que je suis habituée. Les gens ici ne gagnent pas non plus le même salaire qu'en France. Par exemple, le SMIC horaire, c'est 15 $. Ici, le salaire médian, c'est 5000 $ par mois. Donc c'est pas du tout comme en France où il me semble que le salaire médian, c'est autour de 2000 €. Quand vous faites un babysitting, vous gagnez 20 $ de l'heure. Automatiquement, la vie est plus chère, les salaires sont plus chers, donc ça équivaut. Et c'est clair que nous, quand on vit en tant qu'Européens, on a l'impression que tout est super cher parce qu'on n'a pas les salaires équivalent. Pour vous montrer à quel point la vie est plus chère, je vais parler des trucs hyper simples. Par exemple, une carte de métro mensuelle, c'est 127 $. Le métro, c'est clair que vous allez vous en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va être rentabilisé, mais c'est quand même hors de prix. C'est 4 $ un café quand c'est pas 5 $, voire 6 $ ou même 7 $ des fois chez Starbucks. Un menu chez Shake Shack, c'est 9 $ juste le sandwich. C'est 3 $ les frites en plus, 3 $ une boisson en plus. Même rien qu'acheter une bouteille d'eau, c'est super cher parce qu'ici l'eau on évite de la boire au robinet. Moi je le faisais au début mais je me suis fait taper sur les doigts parce que je buvais de l'eau du robinet. Donc vraiment l'eau en bouteille c'est meilleur parce que l'eau est très polluée ici, même si à New York l'eau est propre, elle a pas un bon goût du tout. Un gallon d'eau ça équivaut à 3 litres d'eau, c'est 3 $. Mais si vous prenez juste une petite bouteille d'eau dans la rue en fonction de là où vous allez, c'est entre 1 $ à 3-4 $ des fois. Si vous aimez bien manger au restaurant et que vous sortez souvent, il faut savoir que les restaurants ici c'est aussi beaucoup plus cher qu'en France. Un plat de pâtes, vous pouvez en avoir entre 20 $ minimum jusqu'à 25 voire 30 $ dans des restaurants. Pareil pour des pizzas, c'est 20 $ minimum jusqu'à 30 $. Après si vous allez dans les très beaux restaurants, c'est sûr que ce sera beaucoup plus cher. Mais dans les restaurants de la moyenne, on va dire, c'est dans ces prix-là. Il faut rajouter les tips et les taxes. Ça c'est quelque chose que je ne savais pas avant de venir ici. C'est-à-dire que les taxes en fonction de si vous achetez un vêtement ou de la nourriture, ce ne sera pas les mêmes. Les tips, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude en France, mais qui est limite obligatoire ici. Que nous au début on ne laissait pas forcément parce qu'on n'avait pas du tout l'habitude et les serveurs venaient nous revoir en mode vous n'avez pas laissé de tips, c'est obligatoire, vous devez laisser des tips. C'est entre 15 à 20% de la note. Sur les TPE à chaque fois ils vous mettent vous voulez laisser 15, 18 ou 20%. Ça fait gonfler la note énormément, ce qui n'est pas non plus à négliger. Et au début j'allais beaucoup au restaurant jusqu'à ce que je me rende compte de ça. Si vous allez à plusieurs au restaurant, les tips sont obligatoirement de plus de 20%. Vous avez un petit ticket à signer, à la fin un ticket de caisse, ils vous mettent le total avec les tips, combien vous voulez mettre, il y a un ticket pour le serveur et un ticket pour vous. C'est vraiment important de le savoir et ça change tout. Et par exemple si vous êtes dans les fast-food, il n'y a pas forcément de tips. Par exemple pour les vêtements, chez Zara, les taxes sont énorme. Un haut à 20 € en France, ici il va être à 30 € parce qu'il y a des taxes d'importation. J'ai arrêté d'acheter chez Zara depuis que je suis arrivée ici. C'est une bonne chose, je voulais arrêter justement d'acheter là-bas, et bah c'est ce qu'il m'a fallu. Mais au contraire de tout ce qui est cher, il y a aussi beaucoup d'options qui ne sont pas chères. Les alternatives peu chères qu'il y a pour les vêtements, c'est les friperies. Les friperies ici, c'est incroyable, vraiment. Ici, on peut trouver des pulls Ralph Lauren à 8 $, 6 $. C'est des vêtements de qualité qui sont quand même en bon état globalement. On peut en avoir pour tous les goûts. Je vais dans les friperies L-Train et Beacon's Closet. Beacon's Closet c'est quand même plus cher, mais c'est quand même des vêtements de marque de très bon état qui sont beaucoup moins chers. La dernière fois j'ai acheté un pantalon à 20 $, alors que j'ai regardé en magasin, la même marque en magasin, un pantalon il valait 130 $. Celui que j'ai acheté il était neuf. Donc vraiment vous pouvez faire des très bonnes affaires. Et pour ce qui est des points nourriture, en vrai c'est pas si cher que ça je trouve. Tout ce qui est malnutrition, malbouffe et tout, une pizza dans la rue ça coûte 1 $. Maintenant avec l'inflation ça a augmenté, il y a certains endroits qui les font à 3 $. Les parts de cheese, pareil il y a toujours les hot dogs, c'est pas très bon, il y en a à 2 $. En fonction de là où vous allez c'est 4 $. Pareil ça faut faire attention, tu vois que vous êtes touriste ils augmentent les prix parce que c'est pas affiché partout. Et sinon si vous mangez chez vous, je trouve pas que les prix sont excessifs non plus. Souvent le midi je prenais des trucs à manger chez moi. Par exemple les prix qui me viennent, un sachet de fromage râpé c'est 2,99 $. Une boîte de champignons c'est 1,49 $. Une boîte de salade je crois que c'est 1,99 $ aussi. Un gros pot comme ça de hummus c'est 4,99 $. Un yaourt nature par exemple c'est 99 centimes. Non c'est 99 cents. Ça dépend de là où vous allez faire vos courses, de ce que vous mangez. Si vous cuisinez vous-même ce sera beaucoup moins cher que si vous cuisinez déjà tout préparé comme partout en fait. Si vous allez chez Trader Joe il y a des choses qui seront moins chères que si vous allez au petit délit du coin, mais les fruits et les légumes souvent sont moins chers au délit du coin. Ça dépend un petit peu de ce que vous prenez, de vos habitudes de consommation. Il faut juste trouver les bons supermarchés. Ça force un peu à faire ses courses dans plein d'endroits différents. Ça c'est pas forcément pratique. De toute façon, je ferai pas des courses pour 2 semaines en même temps, ça c'est pas quelque chose de faisable non plus. Quand je dis que vous n'allez pas faire des courses pour 2 semaines, ça dépend. Si vous mangez rarement chez vous, oui c'est faisable. Mais moi je mangeais tout le temps chez moi, du coup je devais faire des courses toutes les semaines. Je faisais mes courses chez Trader Joe. Le plus proche de chez moi, le plus avantageux est à Manhattan. Moi j'habite à Brooklyn, donc je devais prendre le métro
pour faire mes courses. Automatiquement, j'ai 2 bras, donc je ne pouvais pas porter plus que 2 sacs et il fallait pas prendre des choses lourdes non plus. Je me suis fait avoir à un moment, j'ai acheté plein de trucs, j'avais faim, c'était le soir et j'ai acheté plein de trucs, j'avais besoin de tous ces trucs là. Mais j'ai quand même tout acheté d'un coup et pas en 2 fois. Sauf que je me suis retrouvée avec 3 sacs de courses hyper lourds, énormes, à transporter toute seule. Un soir, il faisait froid, j'en avais marre. J'avais 10 minutes pour marcher du Trader Joe à mon arrêt de métro. Mon métro était direct, donc ça allait. Et après, j'ai 5 minutes pour marcher de l'arrêt de métro à chez moi. Le Trader Joe, il donne 2 sacs par 2 sacs, parce que c'est des sacs en carton, donc ils cassent. Du Trader Joe au métro, j'avais déjà un des 2 sacs dans chaque sac qui s'était cassé. À la sortie du métro, je devais tirer mes trucs par les anses. Sur le chemin, en rentrant du métro à chez moi, j'ai un de mes sacs qui s'est cassé. Et du coup, je me suis arrêtée dans la rue, j'étais toute seule. J'en pouvais plus, j'avais plus de force. Et j'avais pas d'option, c'était soit j'abandonnais un de mes sacs de courses que j'avais acheté, soit, je sais pas, j'attendais. Vraiment, je devais être très drôle à voir à ce moment-là. Il y a une dame qui est venue m'aider, qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Je lui ai dit que oui, j'avais quand même besoin d'aide. Et donc elle m'a aidé à porter mon sac de courses jusqu'à chez moi. Et ça, j'ai trouvé ça tellement gentil. Ça m'a sauvé la vie à ce moment-là. Je sais pas ce que j'aurais pu faire s'il m'avait pas aidé à ramener mon sac de courses. Maintenant, on va aborder le deuxième sujet qui fâche, c'est-à-dire le logement. C'est compliqué de trouver un logement ici, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus simple que trouver un logement à Paris. Ici, les logements sont chers également, mais du coup, c'est proportionnel aussi à la vie. Donc, il faut savoir qu'ici, il y a plusieurs options pour se loger. Donc, il y a l'éco-living, il y a les Airbnb, après, il y a tout ce qui est location d'appartements classique, on va dire, et l'écolocation. Déjà, l'éco-living, je trouvais que moi, c'était l'option la plus simple, sachant que j'ai su que j'allais devoir trouver un logement toute seule une semaine avant de partir, donc j'avais vraiment pas d'autre option, il y avait plus rien sur Airbnb, c'était trop compliqué. Un co-living c'est quoi? En fait c'est juste une coloc, c'est juste que c'est géré par une entreprise, c'est meublé déjà quand on vient, on a juste vraiment à venir avec nos valises, l'eau, l'électricité, tout ça c'est inclus dedans. Dans certains co-living il y a des salles de sport, moi j'en ai pas. Il y a aussi tout ce qui est machine à laver dans le bâtiment, des appartements où souvent il y a des lave-vaisselle. Il y a aussi quelqu'un qui vient faire le ménage 2 fois ou 3 fois par mois. Vous allez sur coliving.com, il y a plein d'organismes différents de co-living. Je pense que quand on vient pour du court terme c'est la meilleure solution. Sinon il y a aussi les Airbnb, pareil pour un an c'est pas forcément possible, mais pour du court terme ça peut être une solution. Et ils sont souvent en plus des réductions pour le long terme, donc ça peut être bien si vous cherchez une colocation et que vous êtes plusieurs. Il y a aussi Abritel, ça a le même principe qu'Airbnb, souvent il y a les mêmes logements d'ailleurs sur Airbnb et sur Abritel. Sinon il y a toujours les groupes Facebook, ça marche aussi bien, il y a beaucoup de gens qui proposent des chambres sur des groupes Facebook. C'est quand même compliqué je trouve pour trouver des quartiers que vous voulez. Souvent c'est le quartier qui est bien mais les prix qui vont pas, ou le quartier pas qui est pas bien mais le prix qui est bien. Comme groupe Facebook par exemple il y a Gypsy Housing New York, il y a les Frenchies à New York, pas que des offres d'hébergement dessus. Sinon vous pouvez aussi regarder sur Spare Room. Spare Room c'est des particuliers qui louent une chambre chez eux, ça peut être bien pour le long terme. Et si vraiment vous restez longtemps et que vous voulez un appartement non meublé, il y a Street Easy. Street Easy c'est un peu l'équivalent de Se Loger chez nous. L'équivalent aussi du Bon Coin chez nous c'est Craigslist ici. Il y a aussi des annonces pour des appartements. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'arnaques sur ce site là, donc je me suis pas trop non plus aventurée. Donc voilà pour tout ce qui est logement. Pour les prix à peu près, un studio tout seul vous pouvez en avoir pour 2000 $, et un appartement en colocation vous pouvez en avoir pour entre 1000 à 1500 $ en fonction des quartiers où vous êtes, même plus si vous êtes vraiment dans un très bon quartier. Je pense que les meilleurs quartiers où habiter en tant que jeune, si vous voulez habiter à Brooklyn, c'est Williamsburg. C'est très dynamique, il y a beaucoup de jeunes qui habitent là-bas. Là où je suis actuellement, Bushwick aussi, c'est très bien, c'est pas loin de Manhattan non plus. Aussi Downtown Brooklyn, c'est un bon quartier, il y a aussi beaucoup d'animation. Il y a aussi l'Upper East Side et Upper West Side. Il y a des appartements qui sont pas si chers que ça dans ces quartiers-là. En fonction des options que vous avez, tout ce qui est au-dessus de la 116e East Harlem, vous pouvez oublier, vraiment c'est pas très bien. Mais West Harlem, le quartier est quand même assez bien et c'est quand même aussi moins cher. Alors maintenant je vais vous raconter comment je fais pour rencontrer des gens et pour sortir autant. Il faut savoir que je suis venue en échange. Je me suis inscrite à Sup de Pub à la rentrée et donc je suis venue avec cette école là qui proposait un programme au sein d'une université américaine. On était 8 de Sup de Pub. Le reste de la classe c'était des gens de l'ESC. On était une classe uniquement de français, ce que je ne savais pas au début. Ça peut être bien pour l'intégration parce qu'au moins j'ai pas été seule du tout, on était vraiment entre français. Mais c'était un point un peu négatif on va dire pour ma progression d'anglais parce que clairement je n'ai pas progressé en anglais. Moi ça m'a permis de rencontrer des gens. En arrivant dans une grande ville, on a peur d'être seul et ma mère m'a dit tu vas voir que quand tu vas arriver ici tu vas vouloir voir des Français. Et bah au final je n'ai fini par ne voir que des Français. Le point positif d'être dans une classe comme ça uniquement avec des étudiants en échange, c'est qu'au moins on avait les mêmes attentes, on faisait la même chose, on était dans les mêmes endroits et il n'y avait pas ce problème de comme je suis étudiante internationale je suis toute seule parce que les gens ne veulent pas forcément être amis avec moi. Quand vous êtes étudiant, que vous venez de l'étranger et que vous rencontrez des gens qui habitent là,
C'est-à-dire qu'à un moment, il y a vraiment le problème qui se pose en mode moi je rentre et toi tu restes. Donc c'est compliqué et c'est facile quand même de rencontrer des gens. Mais quand c'est des gens qui sont américains, c'est plus compliqué. Ils sont pas du tout la même culture que nous, ils sont pas du tout la même vision que nous. Mais le problème c'est que vraiment ici ils ont la culture du elevator pitch, c'est-à-dire qu'ils parlent avec toi 5 minutes, t'as l'impression que t'es trop pote avec eux et pas du tout en fait, tu les reverras jamais, même s'ils te disent que oui on va se revoir. Pas du tout, genre vraiment pas du tout. C'est pour ça que c'est quand même compliqué et que vraiment il faut le vouloir de rencontrer des gens. Les gens, il faut pas avoir peur. C'est moi qui dis ça, hein, mais il faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Et pareil pour ce qui est genre rencontre amicale, on va dire. Il y a toujours les groupes Facebook. Contactez des gens sur les Frenchies à New York, Instagram, vous envoyez des messages à des Français que vous avez vus sur Instagram. Pareil, vous leur demandez de les rencontrer. Moi j'ai rencontré des gens comme ça sur des groupes Facebook et c'est très facile, mais c'est plus facile en fait quand c'est des Français que quand c'est des Français et Américains. Ça vraiment, je peux même pas vous en parler en fait parce que je me suis pas fait d'amis américains. Parce qu'honnêtement, j'ai pas non plus cherché à le faire. Vraiment, je suis partie du principe. Je venais pas ici pour me faire des amis, c'est un peu bizarre mais vraiment je venais pas ici pour me faire des amis du tout. J'étais dans une autre démarche en venant là, donc ça m'a pas dérangé, on va dire, d'être qu'avec des Français pour le moment. J'ai pas envie de vous dire que c'est compliqué pour vous faire peur en fait, parce que vraiment ça va juste dépendre des gens. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont rencontré beaucoup plus de gens que moi j'en ai rencontré. Après je sais que moi je suis quelqu'un de très timide et je vais pas du tout vers les gens. J'ai l'air hyper froide de base. C'est contre mon gré mais c'est comme ça et honnêtement je fais rien non plus pour changer la chose. Je sais qu'il existait des applications de rencontres pour rencontrer des amis. J'étais là-dessus justement au début quand je suis arrivée ici. C'est là que je me suis rendu compte que rencontrer des Américains ça allait être très compliqué. Je me suis mis par exemple sur l'application de Bumble. Je sais pas si c'est connu en France parce que moi je suis archi en application de rencontre. Bumble en fait on peut mettre pour rencontrer notre moitié, pour networker professionnellement, pour rencontrer des amis. Moi j'avais mis ça pour rencontrer des amis. J'ai commencé à parler à des gens sur l'application et à chaque fois les gens vraiment ils étaient hyper gentils et tout. Mais ça a duré 2 secondes. J'ai rencontré aussi du coup des gens en boîte, je discute avec eux à l'entrée des boîtes. Tu peux rester 15 minutes discuter avec des filles, tu peux même échanger tes numéros, tes Instagram, tout ce que tu veux. C'est des gens que tu reverras jamais. Globalement ça se passe comme ça aussi en France quand on sort en soirée. Pour ce qui est de faire des rencontres qui ne sont pas amicales, on va dire. Bah pareil, il y a toujours les applications de rencontres. Tinder, vous oubliez parce que Tinder c'est que les étrangers. Il y a l'application Hinge. Les Américains sont pas mal d'ailleurs sur Hinge, mais pareil, c'est toujours application de rencontre, c'est toujours le même principe. Meilleur des conseils vraiment, c'est de sortir, de pas avoir peur de parler aux gens, de pas avoir peur quand les gens viennent vous voir. Petite anecdote, j'étais en train de marcher à Central Park, je marchais à toute vitesse comme à chaque fois. On m'a arrêté dans la rue, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Qui m'a dit salut, j'aime bien ta démarche. Enfin bref, il m'a arrêté pour un truc de merde, genre juste pour me dire j'aime bien ta démarche, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Moi j'étais là, qu'est-ce que tu me veux en fait? Vraiment j'étais perturbée. En France ça se fait pas comme ça, genre les gens en France ils t'agressent si tu leur donnes pas ton snap. Et du coup je suis restée 10 minutes discuter avec cette personne là. Je croisais des gens comme ça dans la rue, apparemment ça arrive dans la vraie vie aussi. Rencontrer des gens en soirée c'est quand même compliqué, surtout que les Américains ils ont pas de limite. Les Américains ne discutent pas avant de choper quelqu'un. Moi ça m'est pas arrivé parce que je me tenais vraiment à distance de tout le monde ici. Non mais je sais que les Américains ici c'est en mode ils te voient, ils te chopent, y a pas de discussion, ça marche comme ça. Donc selon moi le bar c'est vraiment le meilleur endroit pour rencontrer des gens. C'est l'endroit où vous pouvez parler avec des gens parce que dans les boîtes on s'entend pas. Même en vrai souvent dans les bars on s'entend pas non plus. Ici les bars c'est des boîtes de nuit, ça je vous en parlerai après. Ici les gens sont très ouverts justement, donc ils parlent très facilement et vous pouvez facilement vous retrouver, discuter pendant des heures. Vous savez bien avoir des potes qui fument et qui iront demander des clopes à des gens. On a fini par passer des soirées avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout, juste parce que ça partait d'une clope. Il faut juste pas avoir peur en fait d'aller vers les gens et de rester discuter avec des gens et d'avoir des avis différents aussi parce que je me suis rendu compte que les Américains ne pensent pas du tout comme nous et que même nous on a une idée de comment les Américains sont qui n'est pas du tout comme ça. Maintenant, on va parler du sujet important, les soirées. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir qu'au début, je sortais énormément. Tout simplement parce que je sortais gratuitement. Au début, on sortait avec des promoteurs. C'est une très bonne technique si vous êtes une fille et que vous voulez pas payer votre soirée et que vous voulez aussi aller dans les beaux endroits. Parce que sortir avec des promoteurs, ça nous a permis de découvrir des très belles boîtes de la ville, des très beaux rooftops et de pas payer du tout. En arrivant là-bas, on avait de l'alcool gratuitement. Mais honnêtement, sortir tout le temps avec des promoteurs, c'est pas la meilleure des solutions. Nous on a fait ça au début en arrivant parce qu'on trouvait ça trop bien et c'était génial, mais après on a eu des complications et au final c'est tout le temps la même chose, on doit tout le temps sortir en étant super bien habillé, pas forcément aller où on veut, il y a toujours énormément de monde, donc on a fini par ne plus sortir avec eux et par sortir par nous-mêmes. Il y a énormément d'endroits où sortir ici, il y a toujours des choses à faire, que ce soit dans des rooftops mais aussi dans des bars classiques, il y a aussi les speakeasy, il y a aussi dans des bars qui sont dans des hôtels, enfin il y a vraiment plein d'options différentes. Le seul problème c'est que les soirées coûtent très très cher. Pour boire un verre vous en avez facilement pour 15-20 $. Il faut savoir aussi que les bars ici, c'est pas comme en France, il n'y a pas de bar avec de la musique calme.
c'est des bars qui sont limite boîte de nuit, qui ferment à 4h du matin, où il y a de la musique à fond à l'intérieur du bar, où c'est très compliqué de s'entendre. Donc c'est pour ça que si vous voulez juste un truc un peu tranquille, le mieux c'est les rooftops. Il y a certains rooftops qui font boîte aussi, où il y a de la musique forte, mais il y a toujours des terrasses. Sous les terrasses, il n'y a pas forcément de musique à l'extérieur. Mais voilà pour ce qui est sorti. Ce que je peux vous donner comme conseil, vu qu'il y a énormément de choses à faire tout le temps ici, c'est de pas vous forcer. Si vous voulez pas sortir, vous sortez pas. Des fois, c'est pas parce que vous voulez sortir qu'il y aura forcément des choses à faire et qu'il faudra pousser la soirée. Ça reste une ville comme une autre. Les dimanches soirs, y a rien à faire, hein. Faut pas vouloir sortir les dimanches soirs, ça sert à rien. On sortait au début parce qu'on a une rooftop de promoteur, mais à part ça, y a pas grand chose. Pareil, lundi, mardi, mercredi même, c'est quand même assez calme. Sinon, jeudi, vendredi, samedi, il y a énormément de choses. C'est pas parce qu'il y a des choses à faire aussi qu'il faut vous forcer. Vous allez voir que ça va juste vous plomber plus qu'autre chose parce que la nuit, il y a quand même moins de métro qui circulent et que vous allez facilement en avoir pour 1 heure de transport en fonction de là où vous habitez. Donc c'est très long, donc ça fatigue énormément. Surtout que vous allez payer super cher votre soirée pour rien au final. Et quand vous voulez juste sortir comme ça ou pas forcément rentrer très tard, ce que je vous conseille de faire, c'est pas de prendre de l'alcool, juste de prendre des coca. Pas très cher, ils sont pas bons du tout, ils sont coupés à l'eau la plupart du temps, mais c'est 4$, donc c'est le moins cher on va dire qu'on peut avoir. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ici les gens sortent tôt, mais les gens rentrent tôt aussi chez eux. Souvent quand on allait en boîte de nuit, les gens commençaient à partir vers 1h et vers 2h il n'y avait plus personne, 2h30 ils commençaient à dire un peu à tout le monde de partir parce qu'à 4h vraiment il n'y a plus personne dans les boîtes. Et même comme les bars font boîte, les gens ils vont tôt au bar. Vous arrivez vers 22h, vous pouvez être sûr qu'il y a déjà du monde. Maintenant, on va aborder les points négatifs quotidiens avant de finir par les points positifs quotidiens. Donc déjà, tout ce qui est points négatifs quotidiens, je sais pas forcément dans quelle catégorie ranger ça, donc je vais mettre ça comme ça. Déjà, les travaux. C'est une grande ville et comme partout, il y a énormément de travaux. Ils cachent pas du tout les travaux. Vous voyez pas ça sur Instagram parce que personne ne le montre, hein, mais ils mettent juste des petits pilotis, ils mettent juste des échafaudages surélevés par-dessus le trottoir. Meilleure invention quand il pleut, mais honnêtement, on s'habitue. Il y a aussi les poubelles. Il n'y a pas le système comme en France avec des bennes à ordures. Ici, les sacs poubelles sont dans la rue. C'est pas étonnant si vous avez un trottoir entier de tas de poubelles. Ça, pareil, vous voyez pas ça sur Instagram, mais les poubelles, il y en a partout. Des fois ça pue, des fois ça sent rien. Premier mois c'était hyper dur, vraiment je détestais ça, je comprenais pas le principe. Maintenant on s'habitue, on voit des poubelles, il n'y a pas de souci. En fonction des quartiers où vous allez aussi, ça peut être extrêmement sale. Le quartier où j'habitais à Harlem, c'était un quartier de crackheads. Il y avait des pailles de crack partout. Je rentrais la nuit, il n'y avait plus personne dans la rue, il y avait des cartons partout étalés, il y avait des poubelles ouvertes partout dans la rue. Je marchais sur un tapis de paille de crack. Donc vraiment c'était pas du tout agréable, genre c'était très bizarre. Ça sent que c'est aussi une grande ville, c'est normal, dans toutes les grandes villes c'est sale. Et le point négatif aussi quotidien, mais ça en fait on n'y peut rien, c'est à cause aussi du Covid et dans toutes les grandes villes c'est pareil. Et ça c'est à la ville de faire quelque chose, c'est qu'il y a énormément de SDF. Partout. J'étais déjà venue en 2018, il y en avait, mais il n'y en avait pas autant que ça, et là c'est impressionnant. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans des rames de métro, et tous les gens dans le métro, c'est des SDF qui dorment dans la rame. Il y a des SDF dans toutes les stations de métro. La pire station, c'est la station à Bowery. Je vous conseille pas du tout de vous arrêter là si vous venez à New York en tant que touriste, parce que vous allez avoir la pire image de la ville. J'essaye au maximum de ne pas m'arrêter ici, mais le problème c'est que c'est une station principale quand on sort. Les gens ici sont tellement défoncés qu'ils sont pas violents, mais ça fait quand même un peu peur de voir ça. Ça pue quand même, et c'est pas du tout agréable. Et donc en parlant de danger, on va parler des points positifs quotidiens. Je me sens très en sécurité, même en rentrant seule la nuit, il n'y a aucun souci. Je me suis pas fait agresser depuis que je suis arrivée ici, je touche du bois pour ne pas me faire agresser avant que je parte. Après je pense qu'il y a un peu des fous comme partout, c'est juste que moi j'en entends pas forcément parler. Et pareil, mon téléphone, je peux l'avoir sans problème dans ma main ici. Ce que j'entends de ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment de vol. C'est quand même assez safe de se balader seul en règle générale, j'ai pas forcément peur pour mes affaires, je fais quand même attention. Sinon il y a aussi le fait qu'on peut tout faire, vous pouvez aller n'importe où, à n'importe quelle heure de la journée, vous êtes sûr qu'il y aura des choses à faire, vous êtes sûr qu'il y aura du monde. On se sent pas seul du tout. Il y a du monde partout dans la rue. Donc si vous vous sentez seul, vous allez dans un café ou dans un parc, vous allez croiser des gens, automatiquement vous avez l'impression de ne plus être seul, d'avoir du monde avec vous. Et sinon les gens ici sont quand même très accueillants, ils sont hyper gentils. Pareil, les gens vont vous faire des commentaires quand vous êtes bien habillé. Il y a 2 semaines, j'ai été habillée en costume. On m'a arrêté 4 voire 5 fois même dans la rue parce que les gens ils aimaient bien comment j'étais habillée, ils m'ont fait des commentaires. J'étais dans les magasins, les vendeuses sont venues me voir pour me dire qu'elles aimaient bien comment j'étais habillée. Et ça fait quand même toujours plaisir. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez, les gens vont rien dire, ils vont pas se retourner pour vous regarder si vous êtes habillé un peu différemment, si vous vous comportez un peu différemment. Les gens sont pas dans le jugement, elles sont plutôt là à vous encourager. Même plein de fois j'ai pris des photos en plein milieu de la rue, il y avait plein de gens autour. Ils s'arrêtaient, ils regardaient, ils étaient là vas-y continue, vas-y. Alors qu'en France, les gens ils se retournent, ils sont là en mode mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, pour qui elle se prend. Les gens ici vous encouragent à faire ce que vous voulez faire.
plutôt qu'en France si les gens vous tirent vers le bas, et ça c'est une mentalité que j'adore. Et sinon aussi ce qui est bien de New York, c'est qu'il y a un mixte de culture. C'est-à-dire que New York c'est pas comme le reste des États-Unis. Ça j'ai pu m'en rendre compte en voyageant dans différents états. C'est-à-dire qu'ici c'est très cosmopolite, on peut voir des gens de toutes les nationalités, de toutes les origines. C'est ce qui fait aussi le charme de cette ville et c'est ce qui fait aussi que les gens sont aussi ouverts d'esprit en étant ici, je pense, parce que dans d'autres parties des États-Unis c'est pas forcément le cas. Donc voilà, c'est tout pour les choses que j'aurais aimé savoir avant de venir à New York. J'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous comptez venir ici en tant que touriste ou même emménager ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!